Mes parents m'ont traité de « déchet sans éducation » et m'ont mis à la porte. « Dégage, minable » a crié mon père. Il ne savait pas que je gagnais 20 millions de dollars. J'ai dit « d'accord » et je n'ai pas discuté du tout. Le lendemain, j'ai déménagé dans ma maison de plage en Floride. 3 semaines plus tard. Je m'appelle Amanda et, à 32 ans, j'ai bâti une entreprise de 20 millions de dollars en partant de rien, sans diplôme universitaire. Pendant des années, j'ai discrètement soutenu financièrement ma famille alors qu'ils méprisaient mes choix de carrière. Le mois dernier, lors du dîner d'anniversaire de mon père, tout a changé quand il m'a traité de « déchet sans éducation » et m'a ordonné de quitter sa maison. Ce qu'il ne savait pas, c'était à quel point j'avais réussi. L'expression sur son visage 3 semaines plus tard valait bien toutes les larmes que j'avais versées. Avant de vous raconter comment je suis passé de soutien de famille à être traité de déchet par mon propre père, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti sous-estimé par les personnes qui devraient le plus croire en vous. J'ai grandi dans un quartier de classe moyenne à Columbus, dans l'Ohio, où les attentes étaient claires et traditionnelles. Mon père, William, a été comptable dans le même cabinet pendant 30 ans et croyait avec une certitude absolue que l'université était la seule voie légitime vers le succès. Ma mère, Patricia, enseignait à l'école primaire et renforçait discrètement ses opinions. Dès mon plus jeune âge, j'ai senti que j'étais différente de mes frères et sœurs, Thomas et Jennifer, qui avaient tous deux adopté la voie conventionnelle. Même à l'âge de 10 ans, je montrais des signes d'un esprit d'entreprise qui déconcertait mes parents. Pendant que les autres enfants jouaient après l'école, je tenais un stand de limonade élaboré avec différentes options de saveurs et des cartes de fidélité pour les clients réguliers. À 13 ans, je réparais les ordinateurs des voisins, facturant 20 $ de l'heure alors que le réparateur local en demandait 75. Mes parents considéraient ces entreprises comme de jolis passe-temps, rien de plus. Amanda doit se concentrer sur ses études au lieu de ses petits projets commerciaux, disait mon père à table. Ces jeux ne paieront pas les factures quand elle sera grande. Le lycée a été difficile. Je maintenais des notes correctes mais passais mon temps libre à lire des livres sur les affaires et à suivre des entrepreneurs en ligne. Pendant que mes frères et sœurs rejoignaient des clubs qui feraient bonne figure sur les dossiers de candidature à l'université, j'ai lancé une boutique en ligne vendant des coques de téléphone personnalisées que je concevais moi-même, gagnant près de 2000 $ avant d'obtenir mon diplôme. Malgré ma réticence, je me suis inscrite dans un collège communautaire pour apaiser mes parents. Un semestre a suffi pour confirmer ce que je savais déjà. L'environnement structuré ressemblait à une cage, et les cours de commerce enseignaient des concepts dépassés par des professeurs qui n'avaient jamais dirigé de véritables entreprises. Quand j'ai abordé mes parents au sujet de mon projet d'abandonner les études pour poursuivre mes idées d'entreprise, la dispute a duré des jours. « Tu vas gâcher ta vie » a crié mon père, le visage rouge de colère. « Aucun de mes enfants ne sera un décrocheur universitaire travaillant pour un salaire minimum toute sa vie. » Néanmoins, j'ai quitté l'école à 19 ans avec seulement 2000 $ économisés grâce à mes diverses activités annexes. Ces premiers mois furent brutaux. J'ai loué un minuscule studio dans un quartier peu recommandable, le genre d'endroit où l'on ne fait jamais sa lessive après la tombée de la nuit. J'ai survécu avec des nouilles instantanées et des articles d'épicerie à bas prix tout en travaillant 18 heures par jour à la construction de ma plateforme de commerce électronique. Mes 3 premières tentatives commerciales ont complètement échoué. J'ai perdu de l'argent dans une entreprise de livraison directe lorsque les fournisseurs ont envoyé des produits défectueux. Mon service de gestion des réseaux sociaux s'est effondré quand j'ai sous-évalué mon travail et que je me suis épuisé à essayer de servir trop de clients. Ma tentative de création de bijoux faits main n'a pas pu se développer au-delà de ventes occasionnelles sur les marchés locaux. Chaque échec m'a enseigné de précieuses leçons qu'aucun cours universitaire n'aurait pu m'apporter. J'ai appris la gestion de la chaîne d'approvisionnement à la dure, j'ai découvert les structures de contrats clients appropriées par une expérience douloureuse, et j'ai compris l'extensibilité de la production en atteignant ses limites de première main. Le tournant est survenu lorsque j'ai rencontré Sophia lors d'un événement de réseautage d'affaires locales, de 20 ans mon aînée et avec plusieurs sessions d'entreprise réussies à son actif. Elle a vu en moi quelque chose que ma famille n'avait jamais vu. Elle est devenue le mentor dont j'avais désespérément besoin, m'enseignant une sagesse commerciale pratique sans jugement sur mon manque d'éducation formelle. L'éducation se présente sous de nombreuses formes, m'a dit Sophia autour d'un café. Certaines des personnes les plus prospères que je connaisse ont appris en pratiquant, pas en s'asseyant dans des salles de classe. Avec ses conseils, j'ai affiné mon modèle commercial à l'âge de 22 ans.
J'ai lancé une plateforme de commerce électronique qui mettait en relation de petits fabricants américains avec des clients à la recherche de produits fabriqués localement. Le moment était parfait, profitant de la vague d'intérêt pour le soutien aux petites entreprises et à la fabrication nationale. Ces premiers jours ont exigé d'immenses sacrifices. J'ai transformé la moitié de mon minuscule appartement en bureau improvisé, dormant sur un futon qui servait également de canapé. Mon ordinateur de bureau et mon imprimante consommaient la majeure partie de mon espace de vie. Je travaillais de 5 heures du matin à 11 heures du soir, m'occupant de tout, du codage du site web aux appels du service client. La percée est arrivée 8 mois plus tard, lorsqu'une blogueuse de style de vie populaire a présenté l'un de nos artisans partenaires. Les commandes ont afflué, submergeant nos systèmes de base. J'ai travaillé 72 heures d'affilée, traitant les commandes et améliorant l'infrastructure de notre site web. Cette seule mise en avant a généré $10 000 de revenus, plus d'argent que je n'en avais jamais vu sur mon compte. J'ai appelé mes parents, excités de partager mes progrès. Mon père a répondu avec un scepticisme prudent. C'est bien, ma chérie, mais c'est probablement juste temporaire. Tu sais, tu pourras toujours retourner à l'université quand cette affaire arrivera à son terme. Ces paroles m'ont blessé, mais elles ont aussi alimenté ma détermination. Je lui prouverai qu'il avait tort, non pas avec des arguments, mais avec un succès indéniable. Les 5 années suivantes furent un tourbillon de croissance et de défis incessants. Ma plateforme de commerce électronique, que j'ai nommée Heartland Med, s'est étendue au-delà de son concept initial. Nous avions commencé avec seulement 27 artisans partenaires dans 3 États. À la 3e année, nous représentions plus de 400 fabricants et artisans à travers les 50 États, les mettant en relation avec des clients qui appréciaient les produits fabriqués aux États-Unis. Chaque étape de la croissance a apporté des défis uniques. Lorsque notre serveur s'est planté pendant une promotion majeure, je suis resté éveillé pendant 48 heures d'affilée, travaillant avec des développeurs pour restaurer le site et répondant personnellement aux courriels des clients pour maintenir la bonne volonté. Lorsqu'un concurrent plus important a tenté de débaucher nos meilleurs vendeurs avec des promesses de meilleures conditions, j'ai conduit pour rencontrer chacun d'eux en personne, renforçant les relations et améliorant notre structure de commission. La période la plus difficile est survenue au cours de la 2e année, lorsque le flux de trésorerie a presque étranglé l'entreprise. Nous croissions trop vite pour notre base de capital, les besoins en stock dépassant les revenus. Je n'ai pas touché de salaire pendant 4 mois, j'ai déménagé dans un appartement encore plus petit pour réduire les dépenses et j'ai négocié des délais de paiement prolongés avec les fournisseurs. Ces mois m'ont enseigné une discipline financière qui me servirait bien à mesure que l'entreprise se développerait. Les étapes majeures se sont succédées rapidement. Notre premier bureau était un espace industriel reconverti en centre-ville, où j'ai embauché 3 employés pour s'occuper du service client et des relations avec les vendeurs. Le franchissement du $1 million de revenus annuels s'est produit au milieu de la 3e année, un moment que j'ai célébré seul avec une seule coupe de champagne dans mon bureau après le départ de tout le monde. Pendant tout ce temps, j'ai gardé mon succès grandissant relativement secret vis-à-vis de ma famille. Ils savaient que j'avais une entreprise de site web, qui marchait bien, mais je minimisais la véritable ampleur de notre croissance. Leur découragement initial avait créé une barrière que je ne parvenais pas à franchir. Une partie de moi espérait qu'ils finiraient par poser des questions détaillées sur mon travail, montrant un intérêt sincère, mais ces conversations ne se sont jamais matérialisées. Malgré leur soutien tiède, j'ai continué à aider ma famille financièrement chaque fois que nécessaire. Lorsque ma mère a reçu un diagnostic de cancer du sein au cours de la 4e année de mon entreprise, j'ai payé anonymement les $75 000 de frais médicaux non couverts par l'assurance. Mon père a mentionné un règlement d'assurance qui les avait sauvés de la dette médicale, ne soupçonnant jamais la source. Mon frère, Thomas, a eu des difficultés avec la compte pour sa première maison. Il lui manquait $40 000 sur son compte en banque. J'ai créé un prêt familial via un compte séparé, faisant croire qu'il provenait d'un oncle éloigné. Il a accepté l'argent volontiers mais a continué à faire des commentaires sur le fait de trouver un vrai travail avec des avantages sociaux, chaque fois que nous discutions de ma carrière. Ma sœur, Jennifer, rêvait d'un mariage parfait depuis son enfance. Quand son fiancé, Daniel, a perdu son emploi 6 mois avant la cérémonie, j'ai couvert le manque à gagner de $50 000 pour le lieu et le traiteur. Jennifer savait que l'argent venait de moi mais minimisait ma contribution lors des réunions de famille, parlant de ma petite entreprise de site web qui connaissait une bonne année. Le décalage entre mon succès réel et la perception de ma famille créait un conflit interne de plus en plus douloureux. Le jour,
je dirigeais des réunions de stratégie pour une entreprise de plusieurs millions de dollars, prenais des décisions affectant des centaines d'entreprises partenaires et négociais avec de grandes chaînes de vente au détail pour des collections exclusives. La nuit, je répondais à des textos de membres de ma famille qui me traitaient comme la décrocheuse universitaire qui a eu de la chance avec un truc sur Internet. Le siège de mon entreprise s'est étendu à un étage complet dans un immeuble de bureaux du centre-ville avec 38 employés à temps plein et un programme de stage solide. Notre valorisation a atteint 20 millions de dollars après qu'un profil dans Business Insider a attiré l'attention de plusieurs investisseurs. J'ai conservé une participation majoritaire, refusant des offres d'acquisition qui m'auraient rendu riche mais m'auraient coûté le contrôle de ma vision. À l'approche du 65e anniversaire de mon père, j'ai pris une décision. Il était temps d'être honnête sur mon succès, non pas pour me vanter, mais pour enfin briser les idées fausses et peut-être gagner le respect que je cherchais depuis des années. J'ai acheté un cadeau substantiel, un compte d'investissement pour la retraite entièrement provisionné, et j'ai prévu de le présenter avec la vérité sur mon entreprise lors de son dîner d'anniversaire. La veille du dîner, j'ai répété ce que j'allais dire. Je n'étais plus l'incertaine de 19 ans en quête d'approbation. J'étais une entrepreneur à succès qui avait créé des opportunités pour des centaines de fabricants américains et des dizaines d'employés. Cela devait sûrement enfin me valoir le respect de mon père et changer la façon dont ma famille voyait mon parcours non conventionnel. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. La soirée du 65e anniversaire de mon père a commencé assez agréablement. Leur maison était exactement comme elle l'avait été tout au long de mon enfance, avec les mêmes meubles et les mêmes photos de famille tapissant les murs. Le seul nouvel ajout était une grande télévision que mon frère leur avait achetée à Noël dernier, exposée de manière ostentatoire comme un symbole de sa contribution financière à la famille. Ma mère m'a accueilli avec son affection contenue habituelle, une étreinte rapide et une tape dans le dos. « Tu es jolie, Amanda. Tu t'es coupé les cheveux. » C'était la même coupe de cheveux que je portais depuis 3 ans. Thomas est arrivé avec sa femme, Heather, tous deux impeccablement vêtus d'une tenue d'affaires décontractée qui communiquait subtilement leur statut de classe moyenne supérieure. Jennifer et Daniel sont arrivés peu après, Jennifer se lançant immédiatement dans des récits sur sa récente promotion au cabinet comptable où elle suivait les traces de notre père. Les associés laissent déjà entendre que je pourrais devenir associé junior l'année prochaine, a-t-elle annoncé en aidant à disposer les amuse-gueules, la plus jeune de l'histoire du cabinet. Pendant toute la conversation avant le dîner, ma carrière n'a fait l'objet d'aucune question. Lorsque Daniel a brièvement mentionné avoir vu un article sur la croissance du commerce électronique, mon frère a rapidement orienté la conversation vers les exploits de son fils en Little League. Le dîner lui-même était le rôti de bœuf traditionnel de ma mère avec toutes les garnitures, servi dans la bonne vaisselle réservée aux occasions spéciales. Mon père était assis en bout de table, acceptant les compliments sur son apparence jeune avec une modestie étudiée. 65 ans te vont bien, papa, a dit Thomas en levant son verre. À 20 autres années, au moins. Le moment m'a semblé opportun au moment de servir le dessert. J'avais attendu patiemment à travers les discussions sur les potins du quartier, les réussites des enfants de Thomas et les projets de vacances de Jennifer. Personne n'avait posé une seule question sur ma vie ou mon entreprise. Papa, maman, tout le monde, ai-je commencé, le cœur battant malgré mon calme apparent. Je voulais partager quelques nouvelles concernant mon entreprise. Mon père a hoché la tête distraitement, tendant déjà la main pour une autre part du gâteau d'anniversaire. Heartland Med a récemment été valorisé à 20 millions de dollars, ai-je poursuivi. Nous avons reçu plusieurs offres d'acquisition, et j'ai fait l'objet d'un article dans Business Insider et le magazine Entrepreneur le mois dernier. Le silence qui a suivi a semblé interminable. Ma mère s'est figée, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Jennifer a échangé un rapide regard avec Daniel. Thomas se contentait de fixer le vide. Mon père fut le premier à répondre, son ton dédaigneux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Amanda? Ces entreprises Internet utilisent toutes sortes de calculs bizarres pour arriver à ces valorisations. J'ai gardé mon sang-froid, expliquant en termes simples comment fonctionnent les valorisations d'entreprises, nos sources de revenus et notre trajectoire de croissance. J'ai mentionné notre bureau avec 38 employés et nos partenariats avec plus de 400 fabricants américains. Thomas m'a interrompu avant que je puisse finir. Alors, tu as eu de la chance avec ce truc en ligne. C'est super. Mais certains d'entre nous ont bâti de vraies carrières avec de vraies qualifications. Il a insisté sur le mot « qualification » en jetant un coup d'œil à sa femme, qui a hoché la tête en signe d'approbation. Ce n'est pas de la chance, ai-je répondu calmement.
C'est 7 ans de travail à raison de 18 heures par jour, à résoudre des problèmes complexes et à construire quelque chose de significatif. Nous avons aidé à sauver des dizaines d'entreprises manufacturières américaines qui étaient sur le point de fermer. Ma mère a finalement parlé, sa voix hésitante. Cela semble impressionnant, ma chérie. Bien que je souhaite toujours que tu aies terminé tes études. Même avec cette entreprise, l'éducation est importante. Je sentais ma patience s'épuiser mais j'ai continué. En fait, j'ai apporté quelque chose pour papa. Je lui ai tendu une enveloppe contenant les documents du compte de retraite que j'avais approvisionné. Je voulais m'assurer que vous ayez tous les deux une retraite confortable. Mon père a ouvert l'enveloppe, son expression s'assombrissant en réalisant ce qu'il regardait. Plutôt que de la gratitude, son visage s'est empourpré de quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la colère. Qu'est-ce que c'est censé être? Une sorte de charité? Il a laissé tomber les papiers sur la table. Nous ne t'avons pas élevé pour que tu jettes l'argent par les fenêtres comme si tu étais meilleur que tout le monde. Ce n'est pas du tout mon intention, ai-je expliqué. Je voulais juste aider, de la même manière que j'ai aidé pour les frais médicaux de maman, l'acompte pour la maison de Thomas et le mariage de Jennifer. 3 têtes se sont relevées simultanément. Mon aide financière secrète était soudainement exposée. Toi, a bégayé mon père. C'était toi, tout ça? Jennifer avait l'air mortifiée. L'expression de Thomas s'est durcie pour devenir quelque chose de laid. Ma mère avait simplement l'air confuse. Tu as secrètement payé pour des choses dans notre dos, la voix de mon père montait à chaque mot, jouant les gros bonnets avec ton argent d'internet? J'essayais juste d'aider, ai-je répondu, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Je n'ai jamais voulu de reconnaissance. Je voulais juste soutenir la famille. Soutenir, a interjeté Thomas, en nous faisant sentir comme des cas de charité. Certains d'entre nous ont des emplois honnêtes avec de vrais diplômes, pas en s'enrichissant rapidement avec des combines en ligne. Ce n'est pas une combine, ai-je insisté, sentant la conversation m'échapper. J'ai bâti une entreprise légitime qui aide les fabricants américains à atteindre les clients. Nous employons des dizaines de personnes avec de bons salaires et des avantages sociaux. Mon père s'est levé, sa serviette tombant au sol. Tu abandonnes l'université contre notre avis. Tu disparais dans ton petit monde d'Internet. Et maintenant tu reviens, jetant l'argent comme si tu avais toutes les réponses. Ce n'est pas ce que je fais, ai-je protesté, luttant pour garder ma voix stable. Tu penses que ton argent fait de toi une personne qui a réussi, a-t-il continué, sa voix montant encore. Tu n'es toujours qu'un déchet sans éducation qui a eu de la chance. N'importe qui peut avoir de la chance. La pièce est tombée dans le silence. Ma mère a eu un petit hoquet mais n'a rien dit pour ma défense. Thomas a baissé les yeux sur son assiette, un léger sourire jouant au coin de sa bouche. Jennifer semblait partagée entre l'embarras et l'approbation. William, a finalement murmuré ma mère, trop tard et trop bas pour avoir de l'importance. Non, a continué mon père, maintenant complètement enragé. J'ai travaillé toute ma vie de la bonne manière. J'ai fait des études, bâti une carrière respectable, élevé une famille. Je ne me laisserai pas rabaisser dans ma propre maison par ma fille décrocheuse. Je me suis levé lentement, ramassant mon sac à main. Je devrais y aller. Oui, tu devrais, a craché mon père. Sors de ma maison, minable. Ton argent ne fait pas de toi un membre de cette famille. Nous avons des principes. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. J'ai regardé chaque visage autour de la table, cherchant un allié, le moindre signe de soutien. Il n'y en avait aucun. Joyeux anniversaire, papa, ai-je dit doucement, me dirigeant vers la porte avec autant de dignité que possible. Personne ne m'a suivi. Personne ne m'a appelé. Je suis monté dans ma voiture, les mains tremblant si fort que je pouvais à peine saisir le volant. En m'éloignant de la maison où j'avais grandi, j'ai réalisé que quelque chose de fondamental s'était brisé, quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. Le trajet de retour à mon hôtel fut un flou de lampadaires et de larmes. J'ai dû m'arrêter 2 fois lorsque l'émotion a submergé ma capacité à conduire en toute sécurité. La cruelle ironie ne m'a pas échappé. Je possédais une entreprise de plusieurs millions de dollars, mais je passais la nuit dans un hôtel de ma ville natale parce que la maison de ma propre famille ne m'était plus ouverte. Dans le silence stérile de ma chambre d'hôtel, j'ai rejoué les événements de la soirée encore et encore, analysant chaque mot et chaque réaction. Avais-je été trop direct, trop fier?
Avais-je mal interprété notre dynamique familiale? Toutes ces années, l'aide financière que j'avais fournie me semblait maintenant une tentative stupide d'acheter l'approbation que je n'aurais jamais pu obtenir par mes seules réussites. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à documenter chaque centime que j'avais donné à ma famille au fil des ans. La liste était substantielle, 75 000 $ pour le traitement du cancer de ma mère, payé directement à l'hôpital et aux spécialistes, 120 000 $ pour la maison de mon frère, couvrant non seulement la compte mais aussi des rénovations supplémentaires qu'il avait demandées des mois plus tard, 50 000 $ pour le mariage de ma sœur, y compris le lieu, le traiteur et la lune de miel qu'elle n'a jamais su que j'avais financé. D'innombrables petites dépenses, la réparation de la voiture de mon père l'hiver dernier, 2 000 $, la rénovation de la cuisine de ma mère, 35 000 $, les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire, les dépenses d'urgence, tous gérés discrètement par des comptes conçus pour en masquer la source. Près de 300 000 $ au total, sans compter le compte de retraite que mon père venait de rejeter. De l'argent que je ne m'attendais jamais à être remboursé, donné librement par amour pour une famille qui venait de me traiter de déchet. Mon téléphone s'est allumé avec un message de Jennifer vers minuit. Papa est toujours en colère, mais ça lui passera. Tu sais comment il est quand son autorité est défiée. Pas d'excuses, pas de reconnaissance des choses horribles qui ont été dites. Juste l'attente que j'absorbe les abus et que je revienne à la dynamique familiale comme si de rien n'était. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'ai contacté une thérapeute dans la ville où je vivais normalement. Le docteur Richardson a accepté une séance virtuelle d'urgence cet après-midi-là. Les blessures familiales sont les plus profondes, a-t-elle observé après que j'ai raconté le dîner, surtout lorsqu'elles visent les choses mêmes que nous avons travaillé le plus dur à surmonter. Au cours des jours suivants, le docteur Richardson m'a aidé à comprendre les dynamiques complexes en jeu. Mon succès menaçait la hiérarchie familiale et les valeurs sur lesquelles mes parents avaient bâti leur vie. Mon aide financière, plutôt que de susciter de la gratitude, avait créé du ressentiment en soulignant un changement dans la dynamique du pouvoir qu'ils n'étaient pas prêts à accepter. L'identité de votre père est construite autour du fait d'être le pourvoyeur et l'autorité, a-t-elle expliqué. Votre succès remet en question ces deux rôles. J'ai commencé à tenir un journal, documentant non seulement la nuit précédente mais aussi des schémas tout au long de mon enfance, les manières subtiles dont mon esprit d'entreprise avait été découragé, les fois où les réussites académiques étaient célébrées tandis que les succès commerciaux étaient minimisés, le rappel constant que sans diplôme, je ne réussirais jamais vraiment. Ce processus a révélé à quel point j'avais intériorisé ces messages. Malgré mon succès extérieur, une partie de moi se sentait toujours comme l'échec de la famille, la décrocheuse qui avait quelque chose à prouver. Cela expliquait ma réticence à discuter ouvertement de mes réussites et mon soutien financier continu sans reconnaissance. Une semaine après le dîner désastreux, ma sœur a appelé. J'ai laissé le message sur la messagerie vocale. Amanda, s'il te plaît, rappelle. Papa regrette ce qui s'est passé. Nous tous aussi. Mais tu dois comprendre comment ça a été perçu, que tu arrives et que tu étales ton argent. C'était insensible envers le reste d'entre nous qui avons travaillé dur pour nos carrières. J'ai supprimé le message sans rappeler. Le retournement de situation était à couper le souffle. D'une manière ou d'une autre, j'étais devenue la méchante pour avoir simplement énoncé des faits sur mon entreprise après des années à minimiser mon succès. Mon frère a ensuite envoyé un texto, la famille, c'est la famille. Passons à autre chose. Pas d'excuses non plus, juste l'attente que j'accepte mon rôle désigné et le traitement qui l'accompagnait. 2 semaines après le dîner, j'ai pris une décision qui semblait à la fois terrifiante et libératrice. Je donnerais la priorité au respect de soi plutôt qu'aux dynamiques familiales toxiques. La maison de plage que j'avais achetée à Naples, en Floride, l'année précédente comme investissement immobilier deviendrait ma nouvelle maison. Avant de partir, j'ai écrit une lettre à mes parents, non pas une tirade en colère, mais une expression honnête de ma peine et de ma déception. Chère maman et papa. J'ai passé des années à chercher votre approbation et votre respect. J'ai soutenu notre famille financièrement tout en minimisant mon succès pour éviter de mettre quiconque mal à l'aise. Bien que j'ai bâti une entreprise de 20 millions de dollars qui aide à préserver des emplois manufacturiers américains, on m'a fait sentir que j'étais l'échec de la famille parce que j'ai choisi un chemin différent de celui que vous aviez prescrit. Quand papa m'a traité de « déchet sans éducation » et de « minable », cela a révélé comment vous me voyez vraiment. Aucune réussite ne changera jamais cette perception. Je ne peux pas continuer à participer à une relation où ma valeur est mesurée par des diplômes plutôt que par le caractère et les accomplissements. Je vous aimerai toujours tous les deux,
mais j'ai besoin de créer de la distance pour mon propre bien-être. J'espère qu'un jour nous pourrons reconstruire notre relation sur une base de respect mutuel. Avec amour. Amanda. J'ai scellé la lettre et l'ai postée personnellement au bureau de poste. Aucune réponse n'est arrivée dans les jours qui ont suivi. Avec l'aide de mon assistante de direction, j'ai organisé l'emballage et l'expédition de mes affaires personnelles de l'Ohio vers la Floride. Je lui ai demandé de donner la plupart de mes meubles et vêtements à des œuvres de charité locales, voulant un nouveau départ avec un minimum de bagages, au sens propre comme au sens figuré. Mon entreprise pouvait être dirigée à distance avec des voyages occasionnels pour des réunions importantes. L'équipe de direction que j'avais constituée au fil des ans était assez solide pour gérer les opérations quotidiennes sans ma présence physique. En montant dans l'avion pour la Floride, j'ai ressenti un mélange complexe de deuil et de liberté. La famille que j'avais si désespérément essayé de satisfaire était derrière moi, mais aussi le fardeau de chercher une approbation que je ne recevrais jamais. Naples, en Floride, m'a accueilli avec un soleil chaud et un air chargé d'effluves salins, un contraste frappant avec l'hiver gris de l'Ohio que j'avais laissé derrière moi. Ma maison de plage se trouvait sur une portion tranquille du littoral, une structure moderne de 2 étages avec des fenêtres allant du sol au plafond, face au golfe du Mexique. Je l'avais acheté comme investissement immobilier l'année précédente mais ne l'avais visité que 2 fois pour de brèves vacances. La propriété semblait impersonnelle à mon arrivée, plus comme un hôtel de luxe qu'une maison. L'agent immobilier s'était occupé de l'ameublement avec un décor standard de maison de vacances de luxe, attrayant mais sans âme. Faire de cette maison véritablement la mienne est devenu une forme de thérapie. J'ai commencé par la chambre principale, remplaçant la literie beige générique par des courtes pointes faites à la main par l'un de mes artisans de Heartland Made en Caroline du Nord. L'art produit en série a été retiré, remplacé par des pièces originales d'artistes américains émergents que j'avais découverts grâce à l'entreprise. Chaque matin, je me réveillais au son des vagues et à la vue d'une créativité authentique m'entourant. La transformation de la cuisine a suivi. J'ai installé des étagères ouvertes pour exposer des poteries faites à la main de nos partenaires du Vermont et du Nouveau-Mexique. Les appareils électroménagers de qualité industrielle sont restés, mais maintenant des textiles colorés tissés à la main et des planches de service en bois fabriquées localement réchauffaient l'espace. Établir des routines est devenu essentiel à mon processus de guérison. Chaque matin commençait par une promenade au lever du soleil le long de la plage, les pieds dans le sable frais, à ramasser des coquillages et à regarder les dauphins bondir au large. J'ai trouvé un café local tenu par une famille cubano-américaine où je suis devenu une habituée, accueilli par mon nom plutôt que par ma commande. Diriger l'entreprise à distance s'est avéré plus facile que prévu. Les visioconférences ont remplacé les réunions en personne, et nos systèmes établis ont fonctionné sans heurts avec un ajustement minimal. Sans les trajets quotidiens et les distractions du bureau, je me suis trouvé plus productive, prenant des décisions plus claires depuis mon nouveau siège paisible. Mon équipe de direction m'a rendu visite après le premier mois, passant 3 jours en session de planification stratégique sur ma terrasse face à l'océan. Plusieurs ont commenté le changement positif qu'ils avaient remarqué dans mon style de leadership. Tu sembles plus centré, a observé Marcus, mon directeur des opérations, plus confiante dans tes décisions. Il avait raison. Sans le courant sous-jacent de la recherche de l'approbation familiale, mon instinct commercial coulait plus naturellement. Je faisais confiance à mon jugement sans l'ombre de la critique de mon père planant sur chaque choix. L'implication dans la communauté est devenue un autre point d'ancrage dans ma nouvelle vie. J'ai rejoint la chambre de commerce locale et un groupe de réseautage de femmes d'affaires. Contrairement à ma ville natale, où j'avais minimisé mon succès, ici j'étais ouverte sur mon entreprise et mes réalisations. Le respect est venu naturellement, sans le fardeau de qui j'étais avant mon succès. Je me suis lié d'amitié avec Elisa, la propriétaire d'une galerie d'art locale, qui m'a présenté à son cercle d'amis. C'étaient des femmes accomplies dans la trentaine et la quarantaine qui s'appréciaient mutuellement pour leurs réalisations présentes plutôt que pour leurs diplômes passés. Nos dîners hebdomadaires sont devenus un temps fort, remplis de rires et de conversations qui n'ont jamais inclus de questions sur mon éducation ou de suggestions selon lesquelles j'avais simplement eu de la chance. La visite inattendue a eu lieu 3 semaines après mon installation en Floride. Mon frère, Thomas, est arrivé à l'improviste à ma porte un samedi après-midi. « Bel endroit », a-t-il dit en sifflant alors qu'il contemplait la vue sur l'océan depuis mon salon. « Vraiment sympa. » Son apparition était discordante dans mon nouveau sanctuaire. Il avait l'air déplacé dans sa chemise boutonnée et son pantalon en toile pressé au milieu de mon décor côtier décontracté. « Qu'est-ce qui t'amène en Floride, Thomas ?» ai-je demandé, sans lui offrir à boire ni à s'asseoir. « La famille »,
a-t-il répondu avec le même sourire confiant qu'il avait utilisé pour charmer nos parents depuis l'enfance. Et j'aurais besoin de quelques conseils sur une opportunité d'investissement. Peut-être un prêt pour participer dès le début. Certains schémas étaient trop prévisibles pour être surprenants. Sans mes parents comme public, sa prétention a rapidement disparu. C'était une visite financière, rien de plus. Je ne fais plus de prêts aux membres de ma famille, ai-je dit fermement. Ce chapitre est clos. Son expression s'est durcie. Alors c'est comme ça. Tu déménages dans ton manoir sur la plage et tu oublies d'où tu viens. Papa avait raison sur toi. Papa m'a traité de déchet sans éducation et m'a mise à la porte de sa maison, lui ai-je rappelé. C'est ça que tu es venu renforcer? Thomas a rapidement fait marche arrière. Il ne le pensait pas comme ça. Tu sais comment il est. Les disputes familiales, ça arrive. Ce n'était pas une dispute. C'était une révélation, ai-je répondu. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des projets cet après-midi. Après l'avoir accompagné, je me suis assise sur ma terrasse, regardant les vagues, étonnamment peu ébranlée par la rencontre. Les limites que j'établissais me semblaient justes, même si elles étaient douloureuses à mettre en œuvre. Ce soir-là, j'ai pris une décision importante. J'ai contacté mon avocat et j'ai créé un fonds de bourse anonyme au collège communautaire que j'avais brièvement fréquenté. La bourse d'entrepreneuriat Amanda Wilson fournirait une scolarité complète et un mentorat à 5 étudiants chaque année qui démontraient un potentiel entrepreneurial mais manquaient d'avantages académiques traditionnels. Assurez-vous que les critères de sélection se concentrent sur l'initiative démontrée et la résolution créative de problèmes, pas sur les notes, ai-je instruit. Et trouvez des mentors qui ont bâti de véritables entreprises, pas seulement enseigner des cours de commerce. Au fil des semaines, ma maison est vraiment devenue un foyer. J'ai planté un jardin d'espèces indigènes de Floride qui attirait les papillons et les colibris. J'ai adopté un chien de refuge, un croisé nommé Charlie, qui m'accompagnait lors de mes promenades sur la plage et dormait au pied de mon lit. Son affection simple était un rappel quotidien de ce que les relations devraient être. J'ai trouvé une paix inattendue dans la solitude. Sans l'anxiété sous-jacente constante du jugement familial, j'ai découvert des aspects de moi-même auparavant éclipsés par ce stress. J'ai suivi un cours de poterie dans un studio local, j'étais très mauvaise, mais j'appréciais le processus méditatif. J'ai essayé le yoga sur paddle, passant plus de temps dans l'eau que sur la planche, mais riant à chaque tentative. 3 semaines se sont transformées en 1 mois, puis 6 semaines. La douleur du rejet familial est restée mais s'est transformée en quelque chose de moins aigu, plus comme une vieille blessure qui fait mal de temps en temps plutôt qu'une plaie fraîche. Je construisais quelque chose de nouveau ici, non seulement une maison, mais une vie authentique alignée sur mes valeurs plutôt que sur les attentes de quelqu'un d'autre. Puis est survenu le développement inattendu qui allait boucler l'histoire de ma famille d'une manière que je n'avais jamais anticipée. Le Naples Business Journal n'était pas une publication que je lisais habituellement, mais Elisa m'a envoyé un texto tôt un matin, insistant pour que je me procure un exemplaire. Page 3. Tu vas vouloir voir ça. L'article de fond dressait le portrait de propriétaires d'entreprises locaux ayant un impact au-delà de la Floride. J'y étais, photographié sur ma terrasse avec le golfe du Mexique derrière moi, sous le titre « Une innovatrice du commerce électronique installe son entreprise de plusieurs millions de dollars à Naples ». Le journaliste avait fait ses recherches, détaillant la croissance de Heartland Med de la start-up à une valorisation de 20 millions de dollars, notre impact sur l'industrie manufacturière américaine et ma récente fondation de bourse d'entrepreneuriat. L'article brossait un tableau du succès bien plus complet que tout ce qui avait pu paraître dans les médias de ma ville natale. Je n'ai pas autorisé ça, ai-je dit à Elisa quand elle a appelé pour me féliciter. Archives publiques, a-t-elle expliqué. Transfert de propriété, enregistrement d'entreprise. Une fois qu'ils ont su que tu étais là, le reste a été facile à reconstituer. De plus, c'est un super article. Elle avait raison. L'article était bien documenté et flatteur, se concentrant sur les réalisations commerciales plutôt que sur les détails personnels. Je n'y ai plus beaucoup pensé jusqu'à la semaine suivante, lorsque mon téléphone a commencé à s'illuminer de notifications sur les réseaux sociaux. L'article avait été repris par plusieurs publications commerciales plus importantes, puis largement partagé sur LinkedIn et Facebook. D'anciens camarades de lycée se sont soudainement souvenus de notre amitié. Des professeurs ont affirmé avoir toujours vu mon potentiel. Le plus surprenant, ce furent les messages de plusieurs propriétaires de petites entreprises de ma ville natale, me remerciant de représenter ce qui était possible sans suivre les voies traditionnelles.
tu m'as inspiré à enfin lancer mon entreprise, a écrit un ancien camarade de classe. Si tu as pu construire quelque chose d'aussi substantiel sans un diplôme prestigieux, peut-être que mon idée a du mérite. Le journal local de ma ville natale a publié une version condensée de l'article avec un angle supplémentaire, une entrepreneur locale a un impact national. L'ironie ne m'a pas échappé. La même communauté qui avait subtilement renforcé la déception de mes parents me célébrait maintenant comme une réussite locale. Par cet effet d'entraînement de la publicité, ma famille a inévitablement découvert toute l'étendue de mon succès. Le premier signe est venu sous la forme d'une demande d'amitié de ma cousine Suzanne, suivie de plusieurs autres membres de la famille élargie qui avaient auparavant montré peu d'intérêt pour ma vie. Puis est arrivé le texto de ma mère. J'ai vu l'article sur ton entreprise. Très impressionnant, ma chérie. Papa et moi sommes si fiers. Aucune mention de ces paroles cruelles, aucune reconnaissance de la rupture, juste une affirmation désinvolte de fierté qui avait été remarquablement absente lorsque j'étais assise à leur table. Le message vocal de mon père est arrivé le lendemain, son ton artificiellement jovial. Amanda, grande nouvelle sur ton entreprise dans le journal. J'ai toujours su que tu avais ça en toi. Il semble y avoir eu un malentendu la dernière fois que nous avons parlé. Rappelle-moi quand tu pourras. Un malentendu. C'est ainsi qu'il qualifiait le fait d'avoir traité sa fille de déchet sans éducation et de l'avoir mise à la porte de sa maison. 3 jours plus tard, ma mère a de nouveau envoyé un texto. Nous pensons visiter la Floride le mois prochain. Nous aimerions beaucoup voir ta nouvelle maison. Dis-nous si ça t'arrangerait. Le message m'a frappé comme une pierre dans l'estomac. 6 semaines de guérison, de construction d'une nouvelle vie libérée de leur jugement, et maintenant ils voulaient simplement se présenter à ma porte comme si de rien n'était. Je n'ai pas répondu immédiatement, programmant plutôt une séance d'urgence avec le docteur Richardson. Vous avez plusieurs options, m'a-t-elle conseillé après avoir écouté mes préoccupations. Vous pouvez refuser la visite entièrement. Vous pouvez accepter mais fixer des limites strictes sur ce dont vous parlerez ou non. Ou vous pouvez voir cela comme une opportunité pour une conversation honnête qui pourrait mener à la guérison, bien que cela nécessite leur volonté de reconnaître le mal qui a été fait. Après mûre réflexion, j'ai envoyé un texto à ma mère. Toi et papa êtes les bienvenus, mais nous devons avoir une conversation honnête sur ce qui s'est passé à son dîner d'anniversaire avant de pouvoir aller de l'avant. S'il te plaît, fais-moi savoir si vous êtes ouvert à ce genre de discussion. Sa réponse est venue rapidement. Bien sûr, ma chérie. Nous voulons juste mettre ça derrière nous et être à nouveau une famille. La formulation m'a troublé, ce désir de « mettre ça derrière nous » sans l'aborder directement, mais j'ai confirmé les dates de leur visite pour le mois suivant. À l'approche du jour, je me suis préparé à la fois sur le plan pratique et émotionnel. J'ai pris des dispositions pour qu'ils séjournent dans un hôtel voisin plutôt que chez moi, préservant ainsi mon espace personnel. J'ai fait des jeux de rôle de conversation difficiles avec le docteur Richardson, m'entraînant à fixer des limites sans devenir défensive. Mes parents sont arrivés un mardi après-midi ensoleillé. Je les ai rencontrés dans un restaurant en bord de mer pour le déjeuner, un cadre public qui aiderait à modérer l'interaction initiale. Ils semblaient plus petits, en quelque sorte, moins intimidants qu'en Ohio. La posture confiante de mon père semblait diminuer, ma mère plus nerveuse que dans mes souvenirs. Ils s'étaient tous deux habillés de manière formelle malgré le cadre côtier, mon père en chemise boutonnée et pantalon, ma mère dans une robe structurée plus adaptée à l'église qu'à un repas sur la plage. Cet endroit est quelque chose, a dit mon père, en désignant l'eau turquoise visible à travers les fenêtres du restaurant. Tu as bien réussi pour toi, Amanda. La légère insistance sur « pour toi » ne m'a pas échappé, l'implication que mon succès existait en dehors des valeurs familiales. Merci, ai-je répondu simplement, ne comblant pas le silence gênant qui a suivi. Ma mère a sauté sur l'occasion pour faire la conversation sur leur vol, le temps, à quel point la Floride était différente de l'Ohio. J'ai répondu poliment mais n'ai pas aidé à soutenir la conversation. Finalement, après l'arrivée de notre nourriture, mon père s'est éclairci la gorge. À propos de ce qui s'est passé à mon dîner d'anniversaire. Les esprits se sont un peu échauffés. Tu m'as traité de déchet sans éducation et de minable, ai-je déclaré calmement. Tu m'as dit de sortir de ta maison et que mon argent ne faisait pas de moi un membre de la famille. Son visage s'est empourpré. J'ai été surpris par les nouvelles de ton entreprise. Ça m'a pris au dépourvu. J'ai peut-être surréagi. Pas des excuses, une excuse. J'ai besoin de comprendre, ai-je poursuivi,
en maintenant le contact visuel. Cette réaction était-elle due au fait que je partageais mon succès ou au fait d'apprendre que j'aidais financièrement la famille? Les deux, a interjeté ma mère. On a eu l'impression que tu te vantais, que tu disais que tu étais meilleur que nous maintenant. Je n'ai jamais dit ni pensé ça, ai-je répondu. J'ai passé des années à cacher mon succès pour éviter de mettre quiconque mal à l'aise. J'ai aidé financièrement parce que je le pouvais et que je voulais soutenir la famille que j'aime. Mon père s'est agité inconfortablement. Eh bien, la façon dont tu l'as présenté était très directe. Et découvrir que tu étais derrière ces autres choses. On a eu l'impression que c'était de la charité que nous n'avions jamais demandé. La conversation s'est poursuivie dans cette veine tout au long du déjeuner. Aucune excuse sincère n'a émergé, seulement des justifications et des tentatives de minimiser la gravité de ce qui s'était passé. Le sous-entendu est devenu de plus en plus clair, ils étaient là parce que mon succès public rendait le fait de me rejeter socialement embarrassant, non pas parce qu'ils avaient reconsidéré leur évaluation de ma valeur. Alors que nous terminions notre repas, j'ai pris une décision. J'aimerais vous montrer ma maison, mais d'abord, je dois être très clair sur quelque chose. Je ne ferai pas comme si le dîner n'avait jamais eu lieu. Je n'accepterai pas d'être insulté ou que mes choix soient dénigrés. Si vous voulez une relation à l'avenir, elle devra être basée sur le respect mutuel. Ils ont échangé des regards avant que mon père ne hoche la tête avec raideur. Cela semble raisonnable. Quand ils sont arrivés à ma maison de plage plus tard cet après-midi-là, leurs expressions en découvrant la vue imprenable sur l'océan m'ont tout dit. Cette preuve tangible de mon succès était impossible à rejeter ou à minimiser. La valorisation de 20 millions de dollars n'était plus un chiffre abstrait mais se manifestait par un bien immobilier en bord de mer et un luxe de bon goût. C'est quelque chose, a réussi à dire mon père, la voix tendue. Voulez-vous une visite, ai-je proposé. En leur montrant la maison, en désignant les objets artisanaux des artisans de Heartland Med qui décoraient chaque pièce, j'ai réalisé quelque chose de profond. Leur approbation, que j'avais si longtemps cherchée, n'avait plus le pouvoir qu'elle avait autrefois. J'étais fier de cette maison et de l'entreprise qui l'avait rendue possible, quelle que soit leur réaction. Cette révélation était peut-être le résultat le plus précieux de leur visite, valant plus que toutes les excuses qu'ils auraient pu offrir. La conversation qui a suivi la visite de mes parents de la maison de plage a été difficile mais nécessaire. Nous nous sommes assis sur la terrasse surplombant l'océan, le soleil couchant peignant le ciel de nuances d'orange et de rose qui semblaient trop belles pour une discussion aussi tendue. Je veux être clair sur quelque chose, a commencé mon père, son ton plus conciliant que je ne l'avais jamais entendu. Je suis désolé pour ce que j'ai dit à mon anniversaire. C'était déplacé, peu importe à quel point j'ai été surpris. Les excuses, bien que bienvenues, portaient une qualification qui diminuait leur impact. Son attention restait sur son expérience de la surprise plutôt que sur le mal que ses paroles avaient causé. Ce qui a le plus fait mal, ai-je répondu prudemment, c'est que ces mots semblaient révéler comment vous me voyez vraiment, malgré tout ce que j'ai accompli. Ma mère a tendu la main sur la table, ne touchant pas tout à fait la mienne, mais faisant un geste dans sa direction. Nous avons toujours été fiers de toi, Amanda. Nous nous inquiétions juste pour ton avenir sans diplôme. Mon avenir est ici, ai-je dit, en désignant la maison et l'entreprise qui l'avait rendue possible. Je l'ai construit sans diplôme, mais avec 7 ans de travail plus acharné que la plupart des gens ne le feront jamais. Cela mérite le respect, pas la condescendance. Mon père s'est agité inconfortablement. Le monde des affaires peut être capricieux. Les entreprises naissent et meurent du jour au lendemain. Nous voulions juste de la sécurité pour toi. Je comprends que cette préoccupation vient de l'amour, ai-je reconnu, mais il n'y a pas de sécurité parfaite dans aucune voie. Beaucoup de gens avec des diplômes ont des difficultés financières, tandis que d'autres sans éducation formelle prospèrent. Ce qui compte, c'est de reconnaître qu'il existe de multiples voies valides vers le succès. La conversation a duré des heures alors que le soleil se couchait et que les étoiles apparaissaient sur le golfe. Aucune réconciliation spectaculaire n'a eu lieu, aucune étreinte de groupe en larmes qui a guéri comme par magie des décennies d'incompréhension. Au lieu de cela, nous sommes parvenus à une entente fragile, un point de départ plutôt qu'une conclusion. Pour l'avenir, ai-je expliqué alors que la soirée touchait à sa fin, je suis ouverte à la reconstruction de notre relation, mais avec des limites claires. Je n'accepterai pas d'être rabaissé pour mes choix éducatifs ou que mon succès soit attribué à la chance plutôt qu'à un travail acharné et à des compétences. Mes parents ont accepté, bien que j'aie senti la réticence de mon père dans son sourire crispé et la façon dont il qualifiait ses réponses.
Ma mère semblait plus sincèrement réceptive, reconnaissant peut-être pour la première fois le rôle qu'elle avait joué en permettant des dynamiques familiales qui avaient causé tant de douleur. Après leur retour en Ohio, j'ai profondément réfléchi à la visite et au chemin qui m'avait mené ici. Le processus de guérison était loin d'être terminé, mais des étapes importantes avaient été franchies. J'ai maintenu un contact limité avec mes parents dans les mois qui ont suivi, des appels téléphoniques brefs et hebdomadaires qui sont devenus progressivement moins gênants. Ma relation avec mes frères et sœurs a évolué différemment. Jennifer a finalement présenté des excuses sincères pour son rôle dans la dynamique familiale, et nous avons lentement reconstruit une connexion basée sur l'amitié adulte plutôt que sur les schémas de l'enfance. Thomas est resté distant, envoyant occasionnellement des vœux de fin d'année mais ne faisant aucun effort réel pour comprendre ou reconnaître le mal qui a été fait. Mon parcours de guérison personnelle s'est poursuivi avec des séances de thérapie régulières. Le docteur Richardson m'a aidé à reconnaître comment le traumatisme familial avait façonné mon approche des affaires et des relations, créant des schémas de recherche de validation par la réussite et la générosité financière. Le succès n'est pas un substitut à l'estime de soi, m'a-t-elle rappelé. Et l'approbation familiale ne peut pas être achetée, peu importe combien vous donnez. Cette prise de conscience m'a amené à établir des limites plus claires dans toutes mes relations. Je suis devenu plus à l'aise pour discuter de mes réalisations sans les minimiser. J'ai appris à donner par pure générosité plutôt que comme une tentative d'acheter l'acceptation. La Fondation pour l'entrepreneuriat est devenue un axe central de ma philanthropie. Au-delà du financement de bourse, j'ai développé un programme de mentorat associant des entrepreneurs à succès sans diplôme traditionnel à des étudiants prometteurs confrontés à des défis similaires. Être témoin de leur croissance et de leur succès m'a apporté une satisfaction plus profonde que n'importe quelle approbation familiale aurait pu le faire. Mon cercle d'amis à Naples s'est élargi, créant une famille choisie basée sur le respect mutuel et une connexion authentique. Nos rassemblements hebdomadaires sont devenus une source de joie et d'appartenance que je n'avais jamais connue en Ohio. Ces relations, librement choisies et entretenues, m'ont appris ce à quoi un soutien sain devrait ressembler. La maison de plage s'est complètement transformée avec le temps, chaque pièce reflétant mon goût et mes valeurs authentiques plutôt qu'un luxe générique. Le jardin a prospéré avec des plantes indigènes qui attiraient la faune. Charlie, mon chien de refuge, a eu un compagnon lorsque j'ai adopté un deuxième chien du refuge local, une femelle retriever âgée nommée Luna, que tout le monde avait négligée. Diriger Heartland Med à distance s'est avéré si réussi que j'ai mis en place des politiques de travail flexibles pour tous les employés, leur permettant de travailler de n'importe où une partie de l'année. La productivité a augmenté et les scores de satisfaction des employés ont atteint des sommets. Un an après mon déménagement en Floride, j'ai organisé un dîner pour mes nouveaux amis. Alors que nous étions réunis autour de la table sur ma terrasse, regardant les dauphins jouer dans les vagues au coucher du soleil, j'ai réalisé à quel point ma vie s'était complètement transformée depuis cette nuit douloureuse chez mes parents. À la famille choisie, apporter un toast Elisa, levant son verre, et au courage de donner la priorité au respect plutôt qu'à l'obligation. Ce sentiment capturait exactement ce que j'avais appris au cours de ce voyage. Les liens familiaux sont précieux, mais pas au prix de la dignité et du respect de soi. Le succès ne peut être mesuré uniquement par des diplômes ou des réalisations traditionnelles, mais par les vies que nous touchons et l'impact positif que nous créons. Plus important encore, j'ai appris que le pardon n'exige pas d'oublier ou de continuer à accepter un traitement nuisible. Le vrai pardon est un processus interne de libération de la colère et du ressentiment tout en maintenant des limites qui protègent votre bien-être. Mon histoire est encore en train de s'écrire, comme toutes nos histoires. La relation avec mes parents continue d'évoluer, progressant parfois, régressant parfois vers d'anciens schémas. Je maintiens mes limites avec une fermeté compatissante, acceptant qu'une compréhension complète puisse ne jamais venir mais refusant de compromettre mon estime de soi en la cherchant. Si mon expérience offre une sagesse digne d'être partagée, la voici, votre valeur n'est pas déterminée par les perceptions des autres, surtout celles obscurcies par des croyances ou des attentes dépassées. Le succès se présente sous d'innombrables formes, souvent inattendues, et parfois les rejets les plus douloureux mènent aux chemins les plus authentiques et les plus épanouissants. Avez-vous déjà eu à choisir entre les attentes familiales et votre propre chemin? Avez-vous fait face à des critiques pour avoir emprunté une voie non conventionnelle vers le succès? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si cette histoire a résonné en vous, et cliquez sur le bouton de partage pour aider d'autres personnes qui pourraient être aux prises avec des dynamiques familiales similaires. Merci d'avoir écouté mon parcours, et rappelez-vous que parfois la famille que nous créons est plus importante que celle dans laquelle nous sommes nés.